La transition est normalement toute trouvée et c'est presque une provocation de faire une communication un jour de grève particulièrement aiguë sur l'importance néfaste pour le Cahors et pour le Malbec du siècle noir du chemin de fer de 1850 à 1950. Et je pourrais malheureusement donc intituler par rapport précisément à la destinée, à la trajectoire complexe, au renouveau, à la renaissance et au développement international au XXIe siècle du Cahors et du Malbec, la période 1850-1950 comme un siècle noir pour le vin noir. Ce qui serait particulièrement, et je vais essayer malheureusement de le démontrer. Avant de le démontrer, trois idées générales par rapport au timing, parce qu'il vaut mieux commencer par les conclusions, au moins on ne sacrifie jamais les conclusions en commençant par les conclusions. Le premier élément, la question décisive pour la diffusion, pour la vente, pour la construction d'un marché national et d'un marché international, c'est la question non pas de l'enclavement ou du désenclavement, les géographes ont tué ce concept, mais la question de la desserte et la question de l'accessibilité. Et donc la question générale, on a bien vu que la voie d'eau jouait un rôle déterminant encore au début du XIXe siècle, et bien entendu dans les cartes que je montrais, la desserte routière à partir de 1950 et l'excellente desserte autoroutière et l'insertion dans les circuits internationaux, dans les circuits donc de la voie routière, est tout à fait ici donc décisive. Donc la question de l'accessibilité. La seconde question est la question aussi d'actualité avec la réforme territoriale. Cahors a toujours joué Toulouse et Bordeaux, Bordeaux et Toulouse, des rapports donc particulièrement psychanalytiques entre donc ces deux métropoles, et on le verra dans la configuration des rapports des chambres de commerce et aujourd'hui, effectivement, dans les réformes donc territoriales par rapport aux artefacts que sont Midi-Pyrénées, mais qui est également l'Aquitaine. Troisième élément, le chemin de fer qui a joué certes un rôle néfaste, constitue en même temps un patrimoine ferroviaire, avec l'utilisation des anciennes gares, avec l'utilisation des légendes, de la littérature, de Valéry Larbaud, et on retrouve ici, par rapport au Cahors, par rapport au Malbec, le rapport ambigu, mais qui est très précieux pour le marketing, le rapport, la fertilisation croisée entre la tradition et l'innovation, et donc entre l'innovation et la tradition. De 1852 à 1937, les chemins de fer ont joué un rôle déterminant dans la construction d'un marché national du vin. Et ils l'ont joué avec la constitution donc de ces 6 grandes compagnies régionales, et la cruelle destinée de Cahors, au fond, c'est de ne pas avoir été dans le réseau du Midi, qui est mon réseau, mais d'avoir été dans le réseau du Paris-Orléans. Et avec une donnée immédiate, c'est que Cahors a été une des préfectures les plus tardivement desservies par le chemin de fer, avec 2 dates. La première desserte est en 1869 par un embranchement par rapport donc à la ligne donc Périgueux-Agen, et donc par un embranchement de Libos 1869 avec l'ancienne gare, et la desserte directe, donc la ligne Toulouse, Montauban, Cahors, Brive, elle n'est définitivement réalisée qu'en 1891. Donc il n'y a aucun doute que l'idée générale est bien la suivante. Dans la redistribution des aires commerciales viticoles, les villes qui bénéficièrent d'une desserte précoce, puis de la meilleure accessibilité, jouirent d'un avantage décisif. Or, Cahors, c'est une donnée majeure. Cahors a été très tardivement et très mal desservi par le chemin de fer. Par rapport à des vignobles, la question n'est pas ici le vignoble de Bordeaux en tant que tel, mais la question est bien le vignoble méridional, la création, donc le développement du vignoble languedocien. Donc, dans la démonstration du professeur Griset sur les crises phylloxéra, elle est certes décisive, on peut rajouter une 4e crise, un 4e martyrologe, un 4e élément délétère, c'est l'influence du chemin de fer. L'influence du chemin de fer, puisque les frères Pereire,
qui ont essayé d'accéder par le Grand Central, qui ont essayé de conquérir, y compris donc la zone, y compris donc l'ensemble du Massif central, de pénétrer donc même jusqu'à Marseille, ont échoué dans cette tentative. Et pour la vigne et le vin, ils ont joué un rôle déterminant pour le Bordelais, avec des investissements, le château Palmer, mais bien entendu dans le Languedoc également. En fait, la question, quand on voit ici le découpage classique en grand réseau, donc Cahors appartient effectivement au Paris-Orléans, et dans les réseaux viticoles, le chemin de fer qui a joué un rôle déterminant. Je rappelle que la consommation de vin en France a augmenté jusqu'à l'entre-deux-guerres. Elle a augmenté jusqu'à l'entre-deux-guerres grâce donc au chemin de fer. Le chemin de fer qui a développé d'une part des vins de consommation courante et d'autre part la moyennisation des vins grâce à la pratique des coupages. Pratique des coupages avec, essentiellement on continue donc effectivement avec le Cahors, mais surtout les vins du Languedoc et avec le phylloxéra, donc l'arrivée par le port de Sète des vins d'Algérie, ou également donc les vins d'Espagnol, les vins donc italiens par rapport donc à cette pratique donc des coupages. Donc ici une carte qui correspond donc à la question après donc de l'électrification, le projet par la ligne Béziers-Neussargues qui n'a pas résolu grand-chose. On voit bien que Cahors est globalement sur une ligne ferroviaire tout à fait secondaire et que la question énergéticienne ne change pas grand-chose. L'affiche, donc les affiches, à partir de 1934, donc c'est le PO Midi, donc il y a une fusion entre la Compagnie du Midi, donc la Compagnie du Midi, puissance, quand on va donc à la gare Saint-Jean, il faut se recueillir religieusement devant la carte, le hall de la gare Saint-Jean, où l'on voit donc l'ensemble donc du réseau de la Compagnie du Midi, et le Paris-Orléans a un ensemble donc géographique qui paraît donc beaucoup plus composite. Et quand on voit les politiques d'affiches, quand on voit donc les affiches ferroviaires sur Cahors sont relativement peu nombreuses. Donc par rapport à d'autres politiques touristiques, par rapport à d'autres sites touristiques, Cahors n'est pas un des éléments clés de la politique donc touristique, de la politique globale de la Compagnie du Paris-Orléans, ni même donc du PO Midi. Donc je fais exprès de montrer qu'inversement, Cahors, par rapport à ce siècle noir, après la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, bénéficie donc d'atouts par rapport à l'accessibilité et par rapport à la modification des transports. Transport de trains d'abord wagons des fûts sur les wagons, puis des wagons réservoirs qui ont été rapidement abandonnés, puis des wagons foudres qui sont un système particulièrement important, créé donc à partir de 1890 et qui atteint son apogée donc dans l'entre-deux-guerres. Mais déjà, la concurrence du transport des vins par la voie terrestre se fait donc dès les années 1920 et on peut dire qu'à partir donc des années 50, c'est globalement le transport donc routier qui l'emporte. Donc au fond, cette période, on a pourtant vu grâce au graphique projeté par le professeur Williot que la production par rapport au phylloxéra donc redémarre sur un rythme certes modeste, redémarre dans les années, donc au début du XXe siècle dans l'entre-deux-guerres, résiste donc avec le gel ensuite en 1956, mais c'est une production marginale par rapport aux chiffres très importants, par rapport à l'échelle régionale et par rapport à l'échelle donc tout à fait nationale. En revanche, l'accessibilité par voie routière est une accessibilité qui est bien entendu bien meilleure. Ça, c'est ce qu'on appelle donc l'ancienne gare de Cahors, ouverte donc par rapport à la première voie donc, qui est ouverte en 1869, cette voie qui est ouverte en 1869 qui est juste donc un embranchement. Ce qu'on appelle la nouvelle gare, donc ouverte à partir de 1886, donc ouverture pleine de l'artère donc en 1891. Et par rapport au PowerPoint, avant de reprendre donc ici donc le débat de façon plus précise sur le rôle chemin de fer et vin et cette destinée, on voit bien donc cette carte qui représente les régions économiques. Et les régions économiques créées à la fin de la Première Guerre mondiale, on est également dans la commémoration, non pas uniquement de la grève de la SNCF, pas uniquement non plus donc des réformes régionales, mais dans la commémoration donc de la Première Guerre mondiale, les régions créées, les régions des chambres de commerce créées durant l'entre-deux-guerres, on voit bien donc que Cahors, qui a quand même hésité à rejoindre donc la région de Toulouse et des Pyrénées, et je cite ici
Donc en 1919, les enquêtes, on a des rapports très détaillés, très intéressants sur l'économie de Cahors à la fin de la Première Guerre mondiale, qui montrent bien, et j'insiste, qu'il faut réinsérer l'économie de la vigne et du vin dans une économie agricole globale, et qu'il y a d'autres produits agricoles qui avaient, bien entendu, des circuits commerciaux tout à fait spécifiques. La région, la Chambre de commerce de Cahors insistait constamment sur un double rattachement, voulant jouer à la fois Toulouse, mais certes Bordeaux. Et je cite le président de la Chambre de commerce de Cahors en 1919, qui insiste sur le fait que les intérêts de Cahors sont très partagés entre Toulouse et Bordeaux. Notre pays, en effet, subit fortement l'attraction de Toulouse, avec laquelle les relations sont faciles et rapides, qui est le marché principal des céréales. Donc toujours la question céréalière. Mais en même temps, des intérêts, sinon des affinités plus importantes, nous attirent vers Bordeaux, malgré des relations moins commodes, puisque Bordeaux est non seulement le marché de nos vins, mais aussi le port d'embarquement d'une grande partie des noix en cerneau, des prunes que nous exportons. Donc on voit bien qu'il y a insertion dans une politique agricole qui est plus large. Globalement, les compagnies ferroviaires, le Paris-Orléans est la compagnie la moins viticole des trois grandes compagnies par rapport à la Compagnie du Midi et par rapport au PLM. C'est la Compagnie du Midi, je ne détaille pas ici les statistiques par rapport au faible temps imparti, c'est la Compagnie du Midi qui est la plus dépendante du trafic du vin. Derrière, c'est le PLM, et pour le PO, quand on voit le nombre de wagons foudre, il est donc très nettement inférieur. Donc, les idées générales, c'est que le chemin de fer a donc amené une spécialisation, une confrontation régionale. Une confrontation régionale, et les concurrents du vin de Cahors, c'est très clairement les vins méridionaux, les vins du Languedoc, voire les vins du Périgord, par rapport à leur situation sur la desserte ferroviaire, sur les lignes ferroviaires. C'est la thèse qui est tout à fait majeure, puisque dans son cours à l'école des ponts et chaussées en 1867, l'ingénieur François Jacquemin déclarait que l'accroissement du transport par chemin de fer des vins a dépassé toutes les prévisions. Et l'exemple qui est constamment montré dans toutes les thèses et dans les travaux, c'est la question du vignoble languedocien, avec les deux questions du phylloxéra, puis donc de la surproduction. Je reprends Jacquemin en 1867. Il déclare « Il n'y a peut-être pas de contrée d'Europe à laquelle le chemin de fer ait apporté plus d'aisance et de richesse que l'ancien Languedoc. » Et on est dans la pratique du coupage. On est dans la pratique du coupage, donc qui est utilisé donc, dans les gares et qui est utilisé ensuite dans les marchés spécialisés, donc établis à Paris. On peut considérer qu'il y a trois périodes fastes, globalement, pour le dialogue entre la vigne et le chemin de fer. Ces trois périodes fastes, ces trois âges d'or sont 1850-1875, donc avant le phylloxéra. Ensuite, la période de reconstitution 1895-1914, qui correspond à une nouvelle ère d'expansion et de surproduction, où l'on voit donc à nouveau le développement du vignoble languedocien, et effectivement, donc ensuite, les années 20. Ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est la question de la mise au point de matériel spécialisé. La mise au point de matériel spécialisé parce que les études ont abondé sur la question quels sont les éléments négatifs du transport des vins par voie ferroviaire par rapport à la voie fluviale ou par rapport à la voie terrestre. La pratique la plus courante est d'utiliser donc des wagons classiques et de mettre donc des fûts, les fûts classiques donc sur ces wagons. C'est la pratique qui a été très longtemps donc la plus courante. On a construit des premiers wagons réservoirs à partir de 1875. Ces wagons réservoirs ont été donc très rapidement donc critiqués. Et en fait, l'innovation technique globale, avec un véritable système technique où ce sont les Languedociens qui se sont affirmés dans l'innovation, notamment la firme Mijaville qui avait tout un parc à la fois de construction, d'entretien et de location de ce matériel, c'est l'invention du wagon foudre. L'invention du wagon foudre qui permettait donc le transport du vin, la commercialisation du vin dans les marchés gares de vin et qui développe des gares spécialisées telles que Béziers en particulier et donc qui sont des gares qui ont un rayonnement national tout à fait donc considérable. On a une augmentation considérable et un nouvel apogée
Donc dans les années 20, la société Mijaville qui construit plus de 600 véhicules, et on retrouve donc en premier lieu, donc c'est le PLM, le premier réseau au point de vue donc wagon foudre, le second réseau c'est le Midi, et le troisième donc réseau c'est le Paris-Orléans. Et ici la question décisive, c'est le transport des vins du Languedoc qui passe soit par la ligne donc du PLM, soit par la ligne donc du Paris-Orléans à l'ouest, et au fond, le Cahors se trouve quelque part entre les deux. Donc le Cahors, durant cette époque, entre les années donc 1850 et 1950, est un vignoble donc intermédiaire, qui a souffert, et là j'insiste, qui a souffert de la tarification qui a été adoptée. La grande question des chemins de fer, et je me rappelle lorsque notre maître François Caron proposait des thèses, l'histoire de la tarification des chemins de fer. Tous les étudiants ont refusé ce sujet tout à fait passionnant devant cette technicité. La tarification des chemins de fer est redoutable et décisive, c'est un outil majeur. Or, la tarification ferroviaire, le tarif général des boissons de 1905, a été donc un véritable... Ça a duré donc une vingtaine d'années pour trouver un accord commun sur les boissons, non seulement le vin, mais les autres boissons, le cidre par exemple, en 1905, pour trouver un compromis entre le Paris-Orléans, donc la Compagnie du Midi, et le PLM. Et notamment, la tarification de 1905 était de permettre donc l'expédition des vins du Languedoc dans toute la France. Et cette tarification était bien destinée aux vins méridionaux, en excluant, il était bien marqué que les vins intermédiaires étaient exclus de cette tarification. Donc les vins de Cahors ont souffert en même temps de la tarification ferroviaire. Il n'y a aucun doute. Donc heureusement pour les vins de Cahors que dans ce domaine, le chemin de fer donc, joue un rôle qui est tout à fait modeste. Pour conclure et rattraper l'heure, le rôle donc du chemin de fer et de faire l'heure, de respecter donc effectivement donc les horaires, la question véritablement, la question patrimoniale ne doit pas être oubliée. La question patrimoniale ne doit pas être oubliée parce que par rapport à cette culture ferroviaire, à cette culture des cheminots, on retrouve donc, je termine par l'ancienne gare de Cahors qui a été célébrée par Valéry Larbaud. Valéry Larbaud, dont le père était propriétaire pour faire plaisir donc à Jean-Pierre Williot de la source Vichy-Saint-Yor, donc pour reprendre un peu donc le lien entre les différentes donc, boissons, il célébrait donc en 1913 dans son recueil célèbre l'Ode, ce recueil célèbre de poèmes, donc la poésie de Barnabous, en 1913, il célébrait donc l'ancienne gare de Cahors, voyageuse ô cosmopolite, à présent désaffectée, rangée, retirée des affaires, un peu en retrait de la voie, vieille et rose au milieu des miracles du matin, avec ta marquise inutile, tu étends des collines ton quai vide. L'ébranlement des trains ne te caresse plus, ils passent loin de toi sans s'arrêter sur ta pelouse et te laissent à taper bucolique, ô gare enfin tranquille, au cœur frais de la France. Je souhaite pour conclure à tous ceux qui doivent reprendre le train que dans la nouvelle gare, ils ne retrouvent pas une gare tranquille, mais un trafic véritablement avéré et qu'ils puissent consommer au buffet s'il existe encore, donc des vins de Cahors de grand prestige, et je terminerai quand même par une attaque absolument donc hypocrite de mon collègue et néanmoins ami, donc Jean-Pierre Williot, sur le buffet de Bordeaux, en soulignant que je botte en touche, parce qu'il a fait référence au buffet du Paris-Orléans, donc rive droite. Donc la gare de la Bastide, je n'en sais rien, il n'y a pas d'évocation de la gare Saint-Jean, qui est ma gare, donc qui est la gare de la Compagnie des chemins de fer du Midi et des frères Pereire. Donc en tout cas, je conclus, les frères Pereire ne sont pour rien dans la destinée difficile, le siècle noir du vin noir, de 1850 à 1950, et s'ils avaient été dans le réseau du Midi, ils auraient certainement eu une autre destinée. Donc c'est la faute au Paris-Orléans. Voilà, merci beaucoup.